Bonjour à tous. La vie du grand ascète Milarepa, grand yogi et grand poète tibétain, ayant vécu au XIe siècle de notre ère, est un exemple extrêmement parlant, car particulièrement humain, de ce qu'est l'expérience mystique. Les épreuves subies par ce sage sont également une clé pour comprendre le bouddhisme traditionnel du Tibet. Elles constituent par ailleurs un enseignement détaillé sur la relation maître à disciple, sur les nombreuses facettes de la nature humaine et sur les méthodes concernant le travail sur l'esprit. Cette vie de Milarepa est bien sûr une source d'inspiration pour tous les bouddhistes, mais si nous en parlons aujourd'hui, c'est aussi parce que pour la première fois, elle est mise en scène actuellement à Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Éric Emmanuel Schmitt, vous êtes normalien, agrégé de philosophie, mais vous êtes surtout devenu en moins de 10 ans l'auteur de théâtre le plus connu, ou en tous les cas parmi les plus connus de Paris, et des plus convoités. Et vous avez eu notamment plusieurs grands succès, dont Le Visiteur, qui vous a lancé, Variations énigmatiques et Frédéric au boulevard du Christ. Oui, Bruno Abraham Kremer, alors vous êtes quant à vous comédien, metteur en scène, et vous avez joué dans de nombreux rôles, aussi bien à la télévision, au théâtre bien entendu, qu'au cinéma. Dernièrement, on a pu vous voir d'ailleurs dans Train de vie, où vous avez Rufus comme partenaire, Rufus, que l'on retrouve d'ailleurs dans Les Visiteurs actuellement en tournée. Alors Bruno, vous avez réalisé la mise en scène de Milarepa. Milarepa appartient à une trilogie qui s'appelle la trilogie de l'invisible. À quoi correspond cette trilogie? Le premier volet étant, je crois, consacré au golem. Oui, c'est un pari que j'ai fait d'une certaine façon. Ça s'appelle effectivement la trilogie de l'invisible et le but, ce serait d'essayer de raconter dans 3 traditions différentes, 3 points de vue qui poseraient la même question, qui serait en gros, qu'est-ce que c'est que cette machine qu'on appelle le corps? Qu'est-ce que c'est que cette magnifique énergie qu'on appelle la vie? Et est-ce que c'est possible de se rendre compte de la chance que ça représente d'avoir cette vie? Donc j'ai essayé de le faire successivement, disons, à travers 3 traditions différentes. J'ai commencé, je dis souvent, dans la tradition qui est celle de ma maison, c'est-à-dire judaïsme, puisque je suis d'origine juive, et que donc le golem appartient à cette tradition de la Kabbale. Et ensuite, ma vie a fait qu'en allant me promener au Tibet, comme Éric le raconte si bien dans son texte, eh ben, j'ai rencontré effectivement quelqu'un qui m'a emmené dans la grotte où Milarepa avait séjourné. J'ai eu envie de lire ses textes, et ce projet est né comme ça, et la rencontre avec Éric a donné naissance à ce texte. Alors justement, à propos de la rencontre entre tous les deux, c'est au moment du golem, je crois, Éric, et vous parlez d'une vraie rencontre. Ah oui, c'est-à-dire quand j'ai vu Bruno Abraham Kremer, que je ne connaissais pas, j'ai senti quelqu'un de fraternel. C'est-à-dire un acteur très curieux qui était bien dans son corps, comme ça, bien solide, bien dans sa chair, et en même temps qui avait l'œil d'ailleurs, comme s'il y avait une sagesse dans l'œil. Et ce contraste entre l'incarné et le spirituel a fait qu'il m'a complètement intéressé et j'ai senti quelque chose de fraternel pour lui. Et à partir de là, on s'est rencontrés, on a parlé et ça a donné Milarepa. Alors, Milarepa, au départ, dans le texte que vous avez écrit, il y a beaucoup d'éléments qui viennent de la vie de Bruno, puisqu'il y a le voyage au Tibet, etc. En fait, c'est un mélange. Dans la rencontre qui s'est faite entre nous, il y avait effectivement d'un côté la vie de Milarepa, qui moi me passionnait parce que c'était tout sauf l'image d'un grand sage tel qu'on l'imagine en Occident, extrêmement sérieux et donnant des leçons au monde. C'était exactement l'inverse de ça. C'était toujours un homme, quels que soient les stades de sa vie, qu'il soit au départ criminel, ou plus tard quand il devient poète, ou même quand il se réalise, il reste absolument tout le temps humain, il est contre tous les systèmes. Je dis souvent, parce que c'est la meilleure image pour moi, que c'est un esprit libre. Je trouve ça magnifique, cette idée d'un esprit qui progresse spirituellement, mais qui reste un esprit libre. Mais pour aller jusqu'à Milarepa, il fallait partir de notre temps. Et c'est pour ça que la pièce commence par un personnage qui m'est inspiré par Bruno, c'est-à-dire un personnage qui vit à Montmartre et qui va aller de Montmartre au Tibet, mais à travers, paradoxalement, à travers le chemin du rêve et le chemin de la recherche intérieure. Alors là, on va regarder des extraits. On va voir donc maintenant un petit montage de Milarepa qui se joue actuellement au Théâtre du Renard à Paris. Nous avons réuni plusieurs extraits pour vous en donner un aperçu qui ne peut bien sûr retransmettre que très partiellement la beauté des textes et l'atmosphère qui se dégage de cette pièce.
Tout a commencé par un rêve. Non. Tu t'appelles Svastika. Et tu parcours les montagnes des songes depuis des siècles en essayant de purger ton âme. Tu voudrais te libérer de la haine. Et tu n'y parviendras qu'en racontant l'histoire de celui que tu combattis. L'histoire de Milarepa. Et lorsque tu l'auras raconté 100 000 fois, alors tu échapperas enfin au samsara, la migration circulaire et sans fin. Milarepa! C'est alors que Parure Blanche apparut sur les ruines. Milarepa! Elle dansait de bonheur. Milarepa, mon fils, disait-elle, sois remercié, tu nous as tous vengés. Merci, mon fils, d'avoir appris, durant toutes ces longues années, la magie des envoûtements. Je ne regrette pas de t'avoir donné toute ma richesse cachée pour que tu obtiennes le secret des sortilèges. Ses pouvoirs ne lui avaient servi que pour faire le mal. Et il se prit en horreur. Et au plus profond de lui-même, il n'avait pas senti qu'il désirait la paix, comme la soif désire l'eau. Il décida de se rendre à Chro-Oolong chez le grand Marpa, le traducteur, dont on lui avait dit qu'il était le seul à pouvoir l'aider. Éric, pourquoi avoir choisi de rentrer donc dans la pièce par le biais du rêve? Est-ce pour amener les spectateurs à s'interroger sur ce qu'est le rêve, la réalité? C'est des questions quand même très fortes. C'est-à-dire que moi, le rêve a une grande importance dans ma vie, même si par ailleurs j'ai fait des études éveillées de philosophe. Il se trouve que le rêve m'a appris beaucoup de choses. Le rêve m'a appris parfois quels étaient mes désirs, mais plus simplement dans l'écriture, le rêve est généralement la porte qui m'ouvre la voie de mes pièces. Et je voulais que ça soit pareil dans la pièce, c'est-à-dire que je voulais que le spectateur verse tranquillement par la porte du rêve dans un autre monde, dans le Tibet, dans un autre temps, et que ça se fasse de manière comme ça, insensible. Et en même temps, l'espace du rêve est un espace où tout est possible. Donc, c'est un espace où on est disposé à écouter des choses fondamentales. Il y avait un principe qui était dans le texte d'Éric et encore plus dans la vie, dans les enseignements de Milarepa au départ, qui était partir du vide, conclure au vide. Donc j'avais envie que quand les gens arrivent, l'espace soit très ouvert, presque apparemment vide, qu'ils se construisent des choses comme une vie humaine, comme ces choses qu'on a l'impression en fait de construire dans sa vie, et en fait, et puis ça se conclut effectivement au vide, tout disparaît quoi. Et j'ai compris que j'étais bien loin de l'état du Bouddha. Que je n'avais renoncé à rien, que je tenais trop aux choses, qu'il me fallait prendre une véritable retraite au désert. Milarepa partit une nouvelle fois dans une grotte pour méditer. Et cette fois, il y resta 30 années, à vivre en ermite. Il composait ses 100 000 chants. Il déversait un océan de joie. Il chantait, méditait sur le ridicule de la condition humaine, se moquer, s'attendrir. Ce que nous apprend Milarepa, c'est-à-dire que l'humanité, c'est une cible. On est comme ça, uniquement des bipèdes sans plumes, médiocrement poilus et dotés d'un langage articulé, et qu'on n'est pas humain au départ, et que l'humanité, ça doit se construire à travers une réflexion, des valeurs, un chemin. Il y a dans Milarepa cette vraie interrogation-là, et ce vrai message sublime, pour moi, qui est qu'un homme comme lui, qui commence dans les pires conditions, puisqu'il fait des actes criminels, il tue des gens, etc., a cette possibilité que quelque chose se modifie en lui, que quelque chose se libère. Moi, je trouve qu'il y a là quelque chose d'extraordinaire. Pour vous, c'est aussi une façon de mettre les spectateurs en résonance et de les amener à s'interroger? Oui, c'est-à-dire que
Il faut que le spectacle soit, se présente comme le bouddhisme lui-même se présente, c'est-à-dire d'une façon absolument pas dogmatique, mais d'une façon problématique, comme une proposition. Voilà. Et à partir de là, chacun circule à travers cette proposition. Hier soir, par exemple, un monsieur me disait, à la sortie du spectacle, c'est formidable parce qu'au début, c'est comme un voyage un peu exotique, tout ça, c'est étonnant. Puis on se laisse complètement bercer, emmener. Puis d'un seul coup, il y a cette histoire de toute la lutte de Milarepa, de ses épreuves, de ses tours qu'il construit. Et d'un seul coup, je me suis aperçu, disait-il, que c'est mes obstacles, c'est mes souffrances, c'est mes tours. Et d'un seul coup, j'ai basculé dans l'histoire sans même m'en rendre compte, quoi. Et je crois que ça, c'est vraiment le chemin du spectacle. Moi, des moments graves de ma vie, parce que je fais partie d'une génération qui a été pas mal décimée par le sida, donc j'ai dû être près d'amis d'enfance ou de jeunesse que j'aimais profondément et les accompagner. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le bouddhisme, à travers le livre de Sogyal Rinpoche, le grand livre tibétain de la vie et de la mort. Et grâce à ça, j'ai été un peu moins sot, j'ai été un peu plus humain, j'ai été plus présent. Tout d'un coup, j'étais en face d'une sagesse qui disait on peut être serein même lorsqu'on n'a pas la santé, même lorsqu'on n'est pas riche et lorsqu'on n'est pas célèbre. Mais oui, alors que tout l'Occident dit le contraire. Il faut avoir la santé, il faut être riche, il faut être célèbre. Donc tout d'un coup, je pouvais me nourrir de quelque chose et tenir la main. Vous m'avez raconté l'histoire d'un jeune homme de 25 ans c'est une histoire magnifique à la sortie de la pièce. Oui, ça c'est quand on a créé le spectacle. Un jeune homme vient me voir à la sortie du théâtre, tout ça, et avec un air un peu comme ça fermé, un peu patibulaire, en cuir, avec tatoué. Et il me demande à me parler, donc je lui dis bah oui, parlons. Voilà, je prends de l'héroïne depuis que j'ai 17 ans, j'ai 25 ans, et aujourd'hui, grâce à vous, j'ai rencontré quelqu'un qui a souffert autant que moi. Et c'est la première fois où j'ai imaginé que peut-être je pourrais arrêter de prendre de l'héroïne. Oui, c'est une merveilleuse histoire. Alors donc, on le voit, le spectacle n'est pas réservé en conclusion donc, à des bouddhistes ou à un public averti. Que peuvent y trouver les non-bouddhistes en quelques mots, tous les deux? Qui commence, Eric? Ce qu'ils peuvent y trouver dans Milarepa, c'est-à-dire un homme qui fait le trajet le plus extrême que peut faire un homme, c'est-à-dire un homme qui est un grand criminel au départ et qui se rend compte que le mal se fait très, très rapidement et sans difficulté. Ça demande très peu d'enseignement, le mal, on y arrive très facilement, et qui après va mettre des années à essayer de construire la voie du bien. Et ça lui demande toute son énergie, et une énergie toujours recommencée. Et donc, c'est quelqu'un qui parcourt tout le prisme humain. Et c'est pour ça qu'il est proche de tous. Tous les spectateurs. Oui, moi j'ai l'impression aussi qu'il y a une chose dont parlait indirectement Eric tout à l'heure, qui est que pour le spectateur occidental, et ça semble très frappant, quoi, les gens voient une sorte de méditation aussi sur la mort. La mort, c'est un sujet en Occident qui est tabou. Absolument tabou, dont on ne parle pas, qui fait peur, etc. Et là, on en parle, mais on n'en parle pas de façon dramatique ou qui fait peur, on en parle un peu autrement. Et du coup, c'est l'occasion pour les gens de voir que, bah oui, on peut s'interroger sur cette question-là, parce que s'interroger sur la mort, c'est évidemment s'interroger sur la vie. Oui. Et que du coup, il y a une sorte de retournement qui se fait, et puis il y a ce célèbre rire ou sourire qu'ont les Tibétains, et que je crois on retrouve dans le spectacle, qui est une sorte de regard sur l'existence un peu différent, y compris sur des choses qui nous semblent apparemment dramatiques, et qui fait que les gens sortent, en tout cas souvent ils le disent, je crois un peu allégés de quelque chose, quoi. Parce que, oui, c'est un magnifique parcours d'un être humain extrême, comme dit Eric, et que ça permet de se rendre compte que sa propre vie est aussi une aventure épique, aussi épique probablement que celle de Milarepa, pour soi-même. Merci à tous les deux. En attendant d'aller voir donc Milarepa au Théâtre du Renard à Paris, nous vous recommandons plusieurs ouvrages parus chez Fayard, cette biographie de Jacques Bacot et les 100 000 chants de Milarepa de Marie-Josée Lamotte. Ils sont parus en 3 tomes. Par ailleurs, donc, si vous souhaitez retrouver ou découvrir le texte de cette pièce, vous pouvez le faire en vous procurant ce Milarepa d'Éric Emmanuel Schmitt. Il est paru chez Albin Michel. Toujours de cet auteur et toujours chez Albin Michel, nous avons sélectionné quelques ouvrages pour vous. La secte des égoïstes, Frédéric ou le boulevard du crime, Variations énigmatiques. Et si vous vous intéressez à la tradition tibétaine, je vous propose de découvrir 2 livres.
Le lièvre dans la lune, c'est un livre de contes. Et Océan de pure mélodie, ce sont des enseignements donnés par le 6e Dalai Lama. Si vous souhaitez nous écrire, notez bien notre adresse, UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770, Paris CEDEX 16. Par ailleurs, vous retrouverez donc cette rubrique livre grâce à votre Minitel en composant le 3615, code France 2, voix bouddhiste. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une magnifique journée à tous et une très très belle semaine. À dimanche prochain.